Je répète encore ce que j'ai dit juste avant, mais surtout, n'hésitez pas à me couper, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions. On est ensemble pendant 1 heure, donc ça va passer très vite. J'ai pas du tout la prétention de vous former en 1 heure sur la question des violences faites aux femmes et aux enfants. Notre idée avec Madame Éloi, c'était de pouvoir vous proposer un petit temps de sensibilisation déjà pour se présenter, ce qui permettait éventuellement de pouvoir être identifié sur les différents territoires où vos services se situent, même si je n'ai pas conscience de l'étendue de tous vos services, mais en tout cas d'être le plus exhaustif possible par rapport à vos services et de pouvoir aborder rapidement et de manière très condensée la question des violences faites aux femmes. Donc moi, je suis Delphine Beauvais, je suis directrice du pôle violences faites aux femmes de l'association Solfa, donc Solidarité Femmes Accueil, qui est une association qui a été créée en 1947, qui s'intitulait à cette époque le relèvement par le travail et qui s'adressait déjà à des femmes qui sortaient de prison ou qui sortaient de camps. Et d'ailleurs, c'est toujours l'objet de notre association aujourd'hui puisque nous travaillons quasiment exclusivement qu'auprès de femmes avec ou sans enfants. Juste, voilà, une petite référence à Simone Veil, qui est évidemment une des femmes qui a le plus milité au niveau, en tout cas politique, sur la question des droits des femmes et notamment sur la question du droit à l'avortement, qui est aujourd'hui inscrit, en tout cas pas le droit, mais la liberté de recourir librement à l'avortement. Et donc ça a été inscrit dans la Constitution il y a quelques mois. Donc pour nous, c'était une avancée importante. Donc, je vous présente rapidement l'association. Donc, l'association Solfa, elle est composée de 3 pôles d'intervention. Un pôle qui travaille sur la question de l'hébergement, de l'insertion et de la responsabilisation. Alors, qu'est-ce que c'est hébergement, insertion, responsabilisation? Ce sont des dispositifs d'hébergement pour femmes seules ou femmes avec enfants qui permettent d'accueillir des femmes en structure type CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est un dispositif également lié à l'accès au logement qui permet d'accompagner des familles qui ont besoin d'un accompagnement dans le cadre du FSL, dans le cadre de l'ALT, dans le cadre voilà, d'une difficulté rencontrée dans le logement, repérée par un bailleur. Et donc l'équipe intervient à domicile pour voilà, essayer de résoudre la difficulté que le bailleur a pu identifier avec ce locataire. Et la responsabilisation, il s'agit de la responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Donc, nous avons un dispositif qui s'appelle Clotaire, qui est à Arras, et qui permet à des auteurs de violences conjugales pour lesquels il s'agit d'une première peine qui a engendré moins de 3 jours d'interruption totale de travail, de ne pas passer par la case prison, mais de passer par la case stage de responsabilisation. Évidemment, c'est une alternative à la prison. Et si jamais les faits sont recommis par monsieur, évidemment, l'alternative n'existera plus. Le pôle protection de l'enfance. Donc, au sein de ce pôle, on va y trouver des maisons d'enfants à caractère social qui nous permettent d'accueillir des jeunes filles qui ont entre 13 et 21 ans et qui nous sont confiées par les services de la protection de l'enfance, un centre maternel pour des mamans qui ont un besoin particulier d'accompagnement lié à leur parentalité ou lié, voire à la protection de l'enfance, donc avec des mamans enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans. Et enfin, un dispositif qui accompagne, héberge des jeunes filles mineures en situation de prostitution. Donc, c'est le premier dispositif qui a été ouvert en France et qui nous permet d'accueillir 10 jeunes filles pour de l'hébergement, pour de l'accueil et évidemment pour un accompagnement vers la sortie prostitutionnelle. Et enfin, le pôle que j'ai la chance de diriger, qui est composé de 23 services et établissements qui sont tous dédiés à l'accompagnement des femmes victimes de violences, avec ou sans enfants. Donc la porte d'entrée dans tous nos services, que ce soit dans nos accueils de jour, que ce soit dans nos hébergements, dans les dispositifs pour les enfants ou dans d'autres services, la porte d'entrée est systématiquement la question de la violence faite aux femmes, hein, et évidemment, par ricochet, la violence faite aux enfants, puisqu'on est aujourd'hui tout à fait en capacité de dire et d'assumer qu'une femme victime de violence, si elle est accompagnée d'enfants, les enfants sont victimes au même titre qu'elle.
Donc, vous avez des services de ce pôle qui se trouvent sur 5 territoires du Nord et du Pas-de-Calais, donc sur la métropole lilloise, sur le Douaisis. Donc, nous sommes à Douai et nous rayonnons dans les communes qui sont autour de Douai. Nous avons également des services qui sont dans les Flandres intérieures et les Flandres maritimes, donc du côté d'Hazebrouck, Merville, Bailleul et du côté de Dunkerque. Des services qui sont à Armentières et enfin des services qui sont dans le Pas-de-Calais, plutôt du côté minier, donc du côté Hénin-Beaumont, Carvin, etc. L'idée, c'est de pouvoir proposer un parcours d'accompagnement à ces femmes, que ce soit par le biais de nos accueils de jour, par le biais de nos services d'écoute, par les places d'hébergement que nous avons et qui sont dédiées aux femmes victimes de violences, par tous les dispositifs dédiés aux enfants, par un centre de consultation, des actions de prévention aussi. On intervient beaucoup en prévention école et établissements spécialisés, type IME, IMPRO, on intervient en ESAT, on intervient en clinique pour adolescents, on intervient auprès des compagnons du devoir. Bref, on essaie de prévenir la question des violences et la question de l'égalité filles-garçons de manière très large. On intervient également sur des actions de formation, donc des formations qui évidemment sont beaucoup plus longues que celles qu'on va réaliser aujourd'hui, qui vont de 1 journée à 3 jours complets de formation. Et nous avons également des dispositifs qu'on appelle aller vers, c'est-à-dire c'est comment on va à la rencontre des femmes sur leur territoire, au plus proche de chez elles, au plus proche de leur lieu d'existence ou de leur lieu de travail, quand elles ne peuvent pas franchir les portes de notre association ou qu'elles sont entravées, par exemple, dans leur déplacement dû aux violences de l'auteur. Donc, ces dispositifs, c'est un poste d'intervenante sociale en gendarmerie qui intervient sur les gendarmeries de la métropole lilloise et également un van qui s'appelle le van en voiture Nina Simone, qui est en fait un petit van tout jaune et qui se déplace sur tout le département du Nord à la demande de nos partenaires. Donc, partenaires, ça peut être des élus, ça peut être des CCAS, des associations, les services du département, France Travail, des lycées, des collèges, bref, plein de partenaires différents. Et en fait, l'idée, c'est que les collègues, avec ce van, puissent intervenir et répondre aux questions que tous citoyens ou citoyennes peuvent se poser sur l'égalité, sur la prévention des violences, sur le rapport au corps, sur la question de la sexualité, sur les questions liées au genre. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir un panel d'intervention très large. Et l'idée de ce van, c'est d'intervenir toujours en binôme avec un partenaire du territoire, ou qui nous invite, ou qui est très présent sur le territoire, ce qui permet, quand nous, on s'en va, d'avoir un relais avec un professionnel qui peut prendre le relais de la situation. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous sur cette présentation des 3 pôles? Est-ce que vous avez des questions avant que je ne continue? Si personne ne prend la parole, c'est que je peux continuer. Donc ça, nous en avons parlé. Alors, nos missions au niveau du pôle violence, c'est évidemment d'accueillir et d'écouter. On accueille de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition pour passer la porte de nos accueils de jour et de nos services d'écoute, quel que soit le niveau socio-économique, la culture, la religion, l'âge, la langue, avoir des papiers, pas de papiers, bref, on s'en fiche. L'idée, c'est d'accueillir des femmes qui sont victimes de violences. C'est de pouvoir accueillir également et accompagner sur un versant social et juridique. Donc, on a la chance d'avoir des juristes, 2 juristes dans nos équipes, et on a surtout la chance de pouvoir travailler en relais avec des avocats, des juristes qui viennent faire des permanences dans nos services, et évidemment avec tout le partenariat qui nous entoure, et notamment les CIDFF ou les services d'aide aux victimes, qui sont encore plus spécialisés que nous sur les questions juridiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons des femmes avec ou sans enfants dans des dispositifs d'hébergement. Donc, sur le pôle violence, on a 280 places d'hébergement. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup du tout, puisqu'on ne répond qu'à 1 femme sur 4 chaque année par rapport à des demandes de mise à l'abri d'urgence. Donc, on essaie de développer ce nombre de places. On essaie de travailler évidemment en réseau et en partenariat. D'abord,
avec le 115 et avec le SIAO, et ensuite avec des mairies, avec des bailleurs, et parfois même avec des particuliers qui nous proposent de nous mettre à disposition des logements qu'ils n'occupent pas ou peu, ou alors sur des périodes, par exemple la période estivale. On peut se dire que pendant un mois ou deux, on a des propriétaires de Airbnb qui nous laissent leur logement gracieusement pour mettre à l'abri des femmes victimes de violences. L'accompagnement socio-thérapeutique, je vous en ai parlé en parlant des enfants. Donc, on a des thérapeutes à l'interne du pôle, des psychologues qui peuvent recevoir les enfants, mais aussi les femmes victimes de violences, et qui peuvent les accompagner dans un cheminement de sortie des violences, que ce soit en individuel ou en groupe de parole. Un soutien à la parentalité, parce qu'on sait très bien qu'une femme qui vit des violences a une parentalité qui est abîmée. On ne peut pas exercer son rôle de maman sereinement à partir du moment où on est dans un contexte de violence et où les violences prennent toute la place, euh, d'un point de vue psychique, d'un point de vue physique, d'un point de vue organisationnel dans la vie de tous les jours. Donc on a un gros travail d'accompagnement à la parentalité pour ces mamans, pour qu'elles puissent restaurer cette parentalité qui a pu être abîmée pendant les violences. Nous faisons beaucoup d'actions de prévention et de formation, ça je vous en ai parlé. Nous animons également des réseaux de professionnels. On a à ce titre deux référentes départementales violences conjugales, une sur le territoire des Flandres et une sur le territoire du Douaisis. Donc ces deux collègues, elles animent un réseau de partenaires qui ont envie régulièrement de se mettre autour de la table, de travailler sur des projets communs, d'être formés, de pouvoir parler de situation, de pouvoir être informés de ce qui se passe sur leur territoire et voire même de pouvoir construire ensemble des journées autour du 25 novembre et du 8 mars, qui sont un peu pour nous les deux dates un peu phares autour des droits des femmes, mais pas que. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir construire ensemble, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de ne jamais travailler seul, mais bien de travailler en réseau et en partenariat. Et enfin, on a également un rôle d'alerte et de sensibilisation, notamment au niveau des pouvoirs publics et des élus. Alors, je vous ai repris quelques dispositifs de la métropole lilloise, mais j'ai cru comprendre que vous veniez de différents territoires, donc je ne vais pas tous les décliner. Par contre, j'enverrai à Madame Éloi qui m'avait sollicité pour cette intervention une plaquette de l'association qui, je pense, elle pourra vous la rediffuser par la suite pour voilà, que vous puissiez identifier quels sont les dispositifs qui existent selon vos territoires et comment est-ce que vous pouvez nous solliciter en fait. Alors, avant de vous parler de la question des violences faites aux femmes, est-ce que sur tout ce que je vous ai présenté en termes de dispositifs, de méthodologie, d'intervention, d'action, est-ce que vous avez des questions? Apparemment non. Évidemment, si des questions vous reviennent sur des choses que j'ai pu aborder antérieurement, n'hésitez pas. Alors, les violences faites aux femmes et aux enfants, de quoi on parle? Alors, il est d'abord important de savoir que quand on parle des violences faites aux femmes, on ne va pas parler que des violences au sein du couple ou ce qu'on appelle les violences conjugales. On va parler des violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes, c'est-à-dire parce que nous représentons, certes, en tant que femmes, la moitié de l'humanité, voire un peu plus. Mais pour autant, les femmes sont sujettes à une forme de violence dans leur vie pour une sur trois. Ça veut dire qu'une femme sur trois sera ou est victime de violence ou a été victime de violence au moins une fois dans sa vie. Maintenant, il est important de déterminer c'est quoi les violences faites aux femmes. Alors, voici la liste qui n'est pas très rigolote et pas très sympathique de toutes les violences qui peuvent être exercées à l'égard des femmes parce qu'elles sont femmes. D'abord, les violences au sein du couple, donc ce qu'on appelle plus communément les violences conjugales. Alors nous, on appelle ça les violences au sein du couple parce que, notamment pour de jeunes personnes, de jeunes femmes, ça peut être compliqué de se retrouver dans le terme violence conjugale qui induit une notion de conjugalité, de vie de couple, de vivre avec, alors que les violences au sein du couple touchent des personnes qui ne vivent pas ensemble, mais qui sont en lien de couple mais qui ne partagent pas une maison commune ou un appartement commun. Et les violences au sein du couple touchent également des personnes qui ne vivent plus ensemble, qui se sont séparées, mais où la violence continue d'être exercée de la part de l'ex-conjoint ou l'ex-concubin sur la femme victime. Donc voilà pour les violences au sein du couple.
Les violences intrafamiliales, on va y retrouver toutes les violences qui sont exercées d'un ascendant sur un descendant ou inversement d'un descendant sur un ascendant. Donc ça peut être une violence d'un grand-père sur une jeune fille, sur sa petite fille, ça peut être une violence d'un fils sur une mère, ça peut être voilà, tous les schémas qu'on peut rencontrer à partir du moment où ils se situent au sein même de la famille. Évidemment, nous retrouvons le harcèlement au travail et le harcèlement de rue, ainsi que les violences au sein du milieu professionnel, qui sont déterminées au niveau international comme des violences faites aux femmes. Nous allons retrouver le mariage forcé. Donc, toutes les violences que je vous donne là, ce sont des violences que l'on retrouve en France. Je ne vous parle pas des violences dans le monde entier, je vous parle des violences qui sont faites en France à l'égard des femmes. Donc, le mariage forcé, donc, évidemment, c'est d'être assujetti à une union non voulue, non désirée, non consentie. Les mutilations sexuelles féminines, donc c'est notamment, on entend beaucoup parler de l'excision, mais il ne s'agit pas que de l'excision. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas d'aller plus loin que ça. Mais en tout cas, ce sont toutes les mutilations qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont femmes et aux petites filles. Et je vous avoue qu'on est très attentif là sur la période estivale, puisque les retours au pays sont aussi parfois l'occasion de pratiquer chez des petites filles des mutilations sexuelles féminines avant de revenir en France à la rentrée. De la prostitution, et je précise bien qu'il s'agit de la prostitution à des fins de traite humaine et d'exploitation sexuelle. Alors pourquoi je précise ça? Puisque dans nos services, nous accueillons aussi des femmes qui se revendiquent travailleuses du sexe et qui estiment que l'activité prostitutionnelle n'est en rien une exploitation sexuelle, n'est en rien de la traite humaine, mais bien leur choix et leur activité. Ce qui ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être victimes de violences lors de cette activité prostitutionnelle, mais en tout cas, elles ne la dénoncent pas. Elles la revendiquent et elles souhaitent être protégées comme tout salarié. Évidemment, la prostitution n'est pas reconnue comme une activité professionnelle aujourd'hui en France, contrairement à d'autres pays. Les violences liées à l'orientation sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver toutes les questions liées à la lesbophobie et à la transphobie, c'est-à-dire toutes les violences qui sont imposées à des femmes qui se disent femmes, qui se reconnaissent femmes, qu'elles le soient au niveau de leurs organes génitaux ou pas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on se sent dans son corps et dans son identité et dans son genre. L'esclavage moderne, donc c'est d'utiliser une personne à son bénéfice pour réaliser une activité professionnelle non rémunérée, non déclarée de manière récurrente dans des conditions de travail non dignes et non acceptables. Évidemment, je ne parle pas des 10 euros qu'on va donner à la petite voisine pour venir garder notre enfant pendant 3 heures. Je ne parle pas des 10 euros qu'on va donner au voisin pour sortir notre chien. On ne parle pas d'esclavage moderne dans ce genre de situation. On parle bien d'une activité voilà, qui met à des fins de traite humaine une personne à sa disposition pour réaliser une activité professionnelle non déclarée. Nous allons également trouver le viol et les autres violences sexuelles, donc tout ce qui est agression et harcèlement sexuel. Et enfin, les violences obstétriques et gynécologiques. Donc là, ce sont des violences qui sont faites aux femmes lors de l'accouchement et lors de rendez-vous gynécologiques. Voilà. Est-ce que ça va pour vous sur ce volet lié aux violences? Est-ce que vous avez des questions, que ce soit par écrit ou par oral? Ou alors je suis extrêmement claire? Bon, apparemment c'est le cas. Super. Alors, il est important pour nous aussi, tant au niveau de l'association Seules Femmes et globalement au niveau des associations qui travaillent dans le cadre des violences faites aux femmes, de rappeler qu'en aucun cas la définition des violences que l'on donne n'est un positionnement associatif, militant, féministe, qui est un très vilain mot dans la bouche de plein de gens, alors qu'en fait c'est un très joli mot. En tout cas, juste pour dire que il ne s'agit pas d'un positionnement associatif. Il s'agit bien de se rattacher à une définition qui existe depuis 1993, qui a été écrite et déclarée par l'ONU et qui vient rappeler que les violences faites aux femmes, elles sont faites aux femmes parce qu'elles sont ancrées dans un fonctionnement machiste et patriarcal.
il s'agit d'un rapport inégal, un rapport de force inégal entre les femmes et les hommes qui ont conduit les femmes à la domination et à la discrimination, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Donc, il ne s'agit pas que de porter un message militant et féministe, il s'agit juste de rappeler c'est quoi la violence faite aux femmes et dans quoi elle s'inscrit. Ce qui permet aussi de mieux comprendre que les auteurs de violences ne sont pas tous des psychopathes qui relèvent d'une pathologie mentale, que lorsqu'on utilise le terme de pervers narcissique, on l'utilise très très mal, et que finalement les pervers narcissiques ne représentent que 2 à 3% des auteurs de violences conjugales, même si vous avez des auteurs de violences qui peuvent aller très 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 loin dans l'exercice des violences. En tout cas, aujourd'hui, les violences faites aux femmes s'inscrivent avant tout dans ce contexte de sociétés qui sont encore très machistes et très patriarcales. Pour exemple, regardez la représentativité des femmes en politique, dans les fonctions d'élus, en tant que mère, en tant que chef d'orchestre, en tant que sportive, en tant que... Voilà, il y a tout un ensemble de domaines, le domaine de la publicité, le domaine des manuels scolaires. Je crois qu'on retrouve 5 à 6% de femmes scientifiques dans les manuels scolaires par rapport à la prédominance de la représentation des hommes, alors que des femmes scientifiques, il y en a énormément, il y en a eu énormément, il y en aura encore énormément. Donc voilà, juste pour vous dresser un tableau un peu non exhaustif de comment aujourd'hui on est dans ce fonctionnement encore très patriarcal et très machiste. Alors, j'ai une question qui est arrivée sur le fil. Quel est le profil des jeunes femmes qui se prostituent? Alors, est-ce que vous parlez des femmes majeures que nous accueillons ou des jeunes filles mineures dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le dispositif de protection de l'enfance? Plutôt les mineurs, ok. Alors, sur les jeunes filles mineures, alors c'est comme les violences faites aux femmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas comment dire? On n'a pas de carte d'identité de la jeune fille mineure qui va se prostituer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'elle vient d'un milieu précaire, où il n'y a jamais eu de repère, où elle a été dans un contexte de violence fort, où elle a pu elle-même subir des abus, des attouchements, etc. On a tout profil, toute catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire des jeunes filles qui arrivent d'un milieu extrêmement carencé, des jeunes filles qui arrivent de structures dans lesquelles elles ont été placées auparavant parce qu'elles ont dû être protégées de leur milieu familial, amical, etc. Mais on a aussi des jeunes filles qui arrivent de familles comme les vôtres, comme la mienne, comme des milieux très privilégiés, très... Voilà, on n'a pas aujourd'hui, même si évidemment, j'ai envie de dire que peut-être celles qu'on va accueillir le plus et celles qu'on va le plus repérer sont des jeunes filles qui sont identifiées à un moment donné par un partenaire social. Donc ça peut être un service du département, ça peut être la mission locale, ça peut être un club de prévention, une maison de quartier, etc., etc. Mais en tout cas, on n'est pas, il n'y a pas un public type, c'est tout public. Voilà, même si on va peut-être avoir tendance à voir un petit peu plus le public qui est accompagné par un acteur du social qui l'entoure. Est-ce que j'ai répondu à la question? Vous avez le droit de réactiver vos micros, hein, n'hésitez pas. C'est chouette d'entendre vos voix aussi. Quels sont les facteurs qui amènent au basculement vers la prostitution? Alors, c'est quels sont ces facteurs? La difficulté du lien, un rapport à la sexualité complètement biaisé, un besoin de se faire mal, un besoin d'être reconnu, un besoin comment dire, que l'on nous dispense une attention particulière, un rapport à l'argent qui est immédiat. Avec aussi, n'oublions pas de quoi le quotidien des jeunes filles est façonné en termes de réseaux sociaux, en termes d'influenceurs, d'influenceuses, où on a l'impression que de toute façon, obtenir de l'argent, c'est quand même très très facile et que ça va très très vite. On a aussi, en tout cas, nous, on accueille aussi dans l'accueil de jour, puisque ce sont pour des femmes majeures, des jeunes filles qui sont étudiantes
et qui n'ont pas de bourse ou alors ont une bourse qui ne leur permet pas de vivre correctement et pour lesquelles, effectivement, alors je vais être dans la caricature, mais c'est pas ce qu'elles nous disent, entre un mois passé à trimer au McDo tous les soirs après leur cours, en fait, réaliser 2 passes ou 3 passes, c'est l'équivalent d'un salaire au McDo pendant un mois. Et à côté de ça, ça leur permet de continuer à suivre leurs études et à préparer leurs examens, etc., etc. Attention, mon propos n'est pas du tout de légitimer le recours à la prostitution. C'est juste de vous expliquer le pourquoi est-ce qu'à un moment donné, elles peuvent y avoir un recours. Alors, on a une autre question qui arrive sur le fil. Alors, je vais me permettre d'avancer. La question était peut-être un petit peu plus longue que ce que je pensais. Je vais me permettre d'avancer et je reviendrai sur la question après. Alors, on va s'atteler dans le temps qui nous est imparti, donc ça va être très frustrant, en tout cas pour moi et j'espère un petit peu pour vous, de vous parler des violences au sein du couple. On va essayer d'appréhender la différence entre conflit et violence, la question de l'emprise, la question de la typologie des violences, du cycle des violences. Et parler de la stratégie de l'auteur, ce sera un petit peu court, mais en tout cas, on abordera 2, 3 positionnements professionnels qui peuvent être importants. Pardon. Alors, d'abord, les violences au sein du couple. La différence entre la violence et le conflit. On vit tous des conflits dans parfois notre quotidien, dans notre rapport à l'autre, dans notre couple, dans notre rapport à nos amis, à notre travail, à nos collègues. Le conflit, il est normal, il est sain et il est tout à fait autorisé par la loi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Euh, le conflit, il peut se manifester par des actes violents. C'est-à-dire qu'on peut claquer une porte, on peut casser une assiette, on peut voir même avoir un acte, un geste violent à l'égard de l'autre. Mais ce qui va différencier des violences au sein du couple, c'est qu'on reste sur un rapport égalitaire, que le conflit peut être partagé entre les 2 parties. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir l'un qui, entre guillemets, est prédominant par rapport à l'autre, puis c'est l'autre personne dans le conflit qui va reprendre le dessus par rapport à la deuxième personne. Il n'y a pas de domination exclusive et complète et totale de l'un vis-à-vis de l'autre. Le petit schéma que vous avez sur le PowerPoint, c'est vraiment, ça représente exactement en fait cette différence. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer un conjoint, une conjointe, en tout cas de faire couple, on a 2 entités. On a moi avec ma vie, mes goûts, mes amis, mes choix, mon travail, etc., etc. Et puis il y a l'autre qui a ses amis, son travail, etc. La rencontre des deux forme on va dire une bulle commune qui va être tout ce qu'on va partager. On va peut-être avoir des amis communs, on va peut-être faire des sorties communes, on va peut-être avoir des loisirs, des envies, etc. Mais chacun garde une part d'individualité et une part de choix de liberté et de liberté d'agir et de liberté de penser. Dans le cadre des violences au sein du couple, cette bulle commune et partagée n'existe plus. D'ailleurs, vous le voyez dans le troisième schéma, le moi est totalement effacé au profit de l'autre et au profit potentiellement du nous, donc qui va englober notamment la femme victime avec les enfants, si enfants il y a dans le couple. Donc le moi disparaît, il y a absolument plus d'espace propre pour la victime. Donc, comme je vous disais, avec ses intérêts, ses amis, ses goûts, voilà. La relation, elle est totalement inégalitaire. La violence, elle nie l'autre, elle fait exploser le territoire de l'autre. Ça, c'est vraiment comment dire, une des choses primordiales et fondamentales à identifier entre une situation où il y a un conflit de couple, même s'il est un peu trash, même s'il peut être un peu fort, même s'il peut se manifester par un recours à la violence. Mais en tout cas, il n'y a pas de relation inégalitaire dans le conflit de couple. Dans les violences au sein du couple, il n'y a plus de relation égalitaire. Ça n'existe plus.
Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Quels sont les critères de priorité pour être admis dans votre établissement? Est-ce qu'il y a des cas un peu plus urgents par rapport à d'autres situations? Comment choisissez-vous? Alors, je ne sais pas de quel établissement vous me parlez, Marine, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si c'est l'établissement pour les mineurs victimes de prostitution ou si c'est d'autres établissements. Donc, je veux bien que vous me précisiez votre question par écrit ou par oral, s'il vous plaît. Donc, je vais avancer. Alors, les différentes typologies de violences qu'on peut rencontrer dans les violences au sein du couple. Les violences psychologiques. Alors, s'il vous plaît, on arrête de parler de femmes battues. Parce que les femmes battues, déjà, c'est un terme quand même extrêmement horrible. Et les femmes battues ne représentent dans l'imaginaire collectif que le recours aux violences physiques. Il faut savoir que dans les violences au sein du couple, les violences physiques représentent 40 à 45% des manifestations de violence. Les violences psychologiques sont présentes dans 100% des situations de violence au sein du couple. Il ne peut pas y avoir violence au sein du couple sans violence psychologique, puisque on va avoir un schéma d'emprise, de domination, de coercition qui va se mettre en place et qui va entraver la femme victime pour sortir de cette situation de violence. Donc les violences psychologiques, c'est 100%. On accompagne des femmes dans nos services qui n'ont jamais été touchées physiquement par l'auteur. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais vécu de violence physique. Par contre, elles ont été victimes de violences psychologiques pendant toute une partie de leur vie, voire toute leur vie. Et ces violences, elles abîment, elles laissent des traces. Et c'est extrêmement compliqué de pouvoir les accompagner, même si évidemment, c'est pas impossible. Sinon, on ne ferait pas ce job. Les femmes nous disent que les violences psychologiques laissent beaucoup plus de traces et s'inscrivent beaucoup plus durablement en elles que les violences physiques. Les violences verbales, ça va être toutes les violences qui vont rabaisser l'autre par des insultes, par du dénigrement, par des comparaisons, par voilà, des mots qui vont constamment rappeler à l'autre à quel point elle est inférieure, à quel point elle n'est pas belle, à quel point elle est trop grosse, elle n'a pas tous les attributs qu'il lui faut, etc., etc. Les violences verbales, c'est pareil, c'est comme les violences psychologiques, elles laissent beaucoup, beaucoup de traces, notamment quand ces dernières sont prononcées, par exemple, devant les enfants. Les violences physiques, on en a parlé. Donc, je précise que les violences physiques sont considérées aussi enfin, vont être également considérées comme violence physique, toute violence sur un objet à proximité de la victime, qui peut à un moment donné engendrer chez elle un sentiment de peur d'un passage à l'acte. Pour illustrer mon propos, un auteur qui va mettre un coup de poing dans le mur ou qui va claquer sa main sur la table avec force, c'est une violence physique. Aujourd'hui, la loi reconnaît ça comme des violences physiques. Au même titre, évidemment, pas avec la même conséquence, mais au même titre qu'une violence directement réalisée sur la personne de la victime. Les violences sexuelles, donc ce sont toutes les violences qui sont commises à l'égard de la victime et qui ne sont absolument pas consenties. Je rappelle aussi que le devoir conjugal n'existe plus depuis 1992, qu'aujourd'hui on parle de viol conjugal et que ce n'est pas parce qu'on est depuis 30 ans avec son conjoint et qu'à un moment donné on refuse d'avoir une relation sexuelle dans le cadre de sa vie de couple qu'on est assujetti au devoir conjugal. Forcer l'autre, nier son consentement et ne pas être attentif à ce que la personne veut, ça s'appelle un viol, même si ça fait 30 ans qu'on est avec la même personne. Les violences sexuelles, c'est également obliger l'autre à avoir des rapports sexuels avec une autre personne, d'envoyer ce qu'on appelle des nudes, des photos osées, dénudées à des personnes qui n'ont pas été autorisées à les recevoir par la personne victime. C'est imposer ou empêcher une contraception. C'est imposer ou empêcher une grossesse. Tout ça font partie des violences sexuelles. Les violences économiques, c'est d'empêcher la femme victime d'avoir accès à ses propres ressources, de pouvoir avoir accès aux ressources partagées du couple, de priver l'autre des moyens de paiement,
d'empêcher l'autre d'avoir accès à un compte, de toucher le salaire de madame sur son compte, de toucher les allocations sur son compte, etc., etc. C'est vraiment d'entraver le recours à une liberté économique pour madame. Les violences administratives, c'est l'empêcher d'avoir recours à ses droits ou de renouveler ses droits. On rencontre notamment ces violences dans le cadre des renouvellements de titres de séjour ou de demandes d'asile, avec des rendez-vous en préfecture qui sont annulés, le courrier qui n'arrive jamais à madame, les papiers qui sont déchirés. Mais c'est aussi priver madame de sa carte d'identité, de sa carte de mutuelle, de changer les codes sur un ordinateur, par exemple les codes CAF, le code Sécu, le code tous les codes qu'on peut avoir pour accéder aux services de droit commun, et ben, changer les codes sans l'autorisation de madame, c'est une violence administrative. Et enfin, les cyberviolences ou le cyberharcèlement. Donc là, on va être évidemment sur tout ce qui est harcèlement en ligne, mais également, et c'est pareil, on le rappelle régulièrement et notamment auprès d'un public jeune, aller dans le téléphone de l'autre, même si on a son code pour aller dans son téléphone, on n'y est en rien autorisé. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas l'accord de la personne pour aller dans son téléphone, pour regarder des messages, pour regarder ce qu'il partage sur les réseaux, pour regarder les sites qu'il a consultés, c'est une cyberviolence et c'est reconnu aujourd'hui pénalement par la loi. Donc, assurez-vous juste que l'autre ait bien donné son accord avant de prendre son téléphone. Alors, je vois que la question a été précisée. Est-ce que vous intervenez en établissement ESMS, public, personnes en situation de handicap? Alors, oui, on y intervient notamment par le biais d'actions de prévention. On intervient notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des établissements que nous, on appelle spécialisés. Donc, on va intervenir en IME, on va intervenir en IMPRO, on va intervenir en ESAT. On peut tout à fait intervenir auprès d'un public en situation de handicap, que ce soit du handicap psychique, du handicap physique, du handicap sensoriel. Après, on n'est pas des spécialistes de l'accompagnement de personnes en situation de handicap, mais en tout cas, on essaie d'adapter nos outils. On peut tout à fait aussi venir à la rencontre d'une femme victime de violence au sein du couple dans un établissement où elle se trouve, à partir du moment où le conjoint, évidemment, n'est pas en présence, parce que là, ça n'aurait absolument aucun sens et ça pourrait de toute façon la mettre beaucoup plus en danger. On a déjà accueilli dans nos hébergements des femmes porteuses de handicap. Évidemment, il faut que l'hébergement soit adapté à minima, mais en tout cas, ça nous est déjà arrivé. Et ensuite, évidemment, on travaille en lien et en partenariat avec nos partenaires. Après, vous avez une très belle association, alors certes qui est à Paris, mais qui a un site internet très bien fourni, qui peut répondre à vos questions et qui peut vous relayer aussi sur certains territoires par rapport à des assos existantes. C'est Femmes pour le dire, Femmes pour agir. C'est ce qu'on appelle le FDFA et qui est vraiment une association qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences porteuses de handicap. Alors, il faut savoir, je vous ai pas fait le décompte, pardon, un peu macabre des chiffres des violences faites aux femmes dans le monde, en France, etc. Mais 80% des femmes en situation de handicap ont été ou seront victimes de violences au moins une fois au cours de leur vie, et 90% chez les femmes autistes. Donc, évidemment, il y a un vrai sujet. Et je pense que plus on travaille ensemble et plus on peut être attentif à la question du repérage, du diagnostic et de l'orientation. Parce que nous, on n'est pas spécialisé dans le handicap, vous l'êtes. Par contre, on est spécialisé dans les violences, vous ne l'êtes pas. Ben, c'est comment on travaille ensemble pour mener des accompagnements conjoints et intéressants. J'espère avoir répondu, Marine, à vos questions. Alors, autre concept extrêmement important pour comprendre la question des violences faites aux femmes et notamment la question des violences conjugales, c'est l'emprise. L'emprise, c'est le socle des violences conjugales ou des violences au sein du couple. C'est une domination intellectuelle ou morale. L'emprise est aujourd'hui reconnue, inscrite dans le code pénal, ce qui permet la pénalisation pour un auteur d'un mécanisme d'emprise. Alors évidemment, il faut le prouver. Évidemment qu'il est, entre guillemets, beaucoup plus simple de prouver des violences physiques, voire des violences sexuelles,
que des violences psychologiques. Néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus de médecins, et notamment de médecins qui travaillent en unité médico-judiciaire, sont formés pour identifier et reconnaître les violences psychologiques et notamment l'emprise. L'emprise, c'est une forme d'ascendance psychologique. C'est une manipulation mentale, voire une torture psychique qui est récurrente. L'emprise, elle s'installe progressivement, tout doucement, euh, jour après jour, mois après mois, année après année. Il ne s'agit pas, au bout de 2 jours de relation, de se dire «Oh, mon Dieu, je suis sous emprise». Non, l'emprise, c'est quelque chose de très insidieux, de très pernicieux, et vraiment qui dure et qui se renforce au fur et à mesure. L'idée de l'emprise, c'est aussi d'isoler l'autre, évidemment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de regard extérieur sur la situation, qui vienne alerter la femme en disant «Ouh là là, mais il est quand même très très jaloux, il est quand même très très, très, très possessif, il est quand même très dominant dans votre relation». Alors évidemment, je n'ai rien contre la jalousie. Et contre le fait à un moment donné de pouvoir se sentir un peu en difficulté ou en danger dans son histoire de couple ou de relation. Mais en tout cas, la récurrence, la force, le rejet des autres, l'isolement, le fait de répéter constamment à l'autre qu'on ne sert à rien, qu'on est bonne à rien, qu'on n'a pas le droit de parole, qu'on n'a pas le droit de penser, qu'on n'a pas le droit de s'habiller de telle ou telle manière, qu'on n'a pas le droit d'avoir tel ou tel ami, etc., etc., vient installer ce schéma d'emprise, avec évidemment toutes les menaces qui peuvent être liées au schéma d'emprise, notamment par rapport aux enfants, par rapport à l'environnement, etc., etc. L'emprise, c'est le socle des violences psychologiques, comme je vous le disais, dont le but est de soumettre l'autre. Soumettre l'autre, pardon. On travaille beaucoup avec la symbolique de la toile d'araignée, avec l'idée vraiment de tisser un fil, et puis un autre, et puis un autre. C'est long de faire une toile d'araignée, enfin une grande toile d'araignée. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir la faire autour de la victime et que celle-ci, elle se retrouve complètement enfermée. On a une autre image aussi qu'on utilise souvent en formation, c'est l'image de la grenouille. Alors évidemment, l'idée, c'est de ne pas faire cette expérience, s'il vous plaît. Mais vous prenez une grenouille, vous la mettez dans un bol d'eau bouillante. La grenouille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enfin, tout de suite sauter en dehors du bol pour ne pas mourir brûlée ou voilà. Elle va avoir le réflexe immédiat de s'en aller. L'emprise, vous prenez la grenouille, vous la mettez dans l'eau à température ambiante, et puis vous faites tout doucement chauffer l'eau. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La grenouille, elle va se laisser mourir dans l'eau. Et pour le coup, c'est vraiment une expérience qui a été tentée. Et donc, l'idée de l'emprise, c'est vraiment que ce soit progressif, que ça enferme l'autre et qu'on ne parvienne pas à le conscientiser dans l'immédiat. Ça va sur la question de l'emprise, j'ai été claire? Ok, on continue. Alors, le cycle des violences. Les violences au sein du couple, c'est toujours ce cycle qui est présent. Déjà parce que ça a été largement et longuement étudié, parce qu'on le remarque, nous, dans le cadre de nos accompagnements quotidiens, et parce que quand on travaille avec des femmes, elles savent repérer, pour la grande majorité, exactement là où elles se trouvent et là où elles en sont dans le cycle des violences. Les violences, elles vont commencer par un schéma de tension. Schéma de tension, c'est-à-dire que, alors pareil, on travaille beaucoup avec des symboles ou des images, mais le climat de tension, c'est la goutte. C'est la goutte qui est, vous savez, au robinet, quand on arrive dans un lieu de vacances et puis on prend possession de son lieu de vacances et puis en fait on est réveillé parce qu'en fait on entend un toc, toc, toc. On se dit, ah merde, c'est le robinet, c'est la goutte d'eau voilà, qui tombe et on n'arrive pas à l'arrêter. Et bien en fait, là, le schéma de tension, c'est cette goutte. On sait qu'elle est suspendue, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle va tomber, mais on ne sait pas à quel moment. Et c'est ce qui vient aussi, comment dire, favoriser la question de l'emprise et la question de la violence psychologique de la part de l'auteur sur la femme. Madame sait que la tension est là, elle la sent arriver, elle la voit progresser, mais elle ne sait absolument pas quand est-ce que cette tension va amener à la période de crise. La période de tension, elle peut durer pendant des mois. On a des femmes qui nous disent qu'elles sont capables de savoir comment la soirée va se passer, en fonction de comment monsieur va faire arriver la voiture sur les graviers devant la maison. Le bruit des pneus sur les graviers
leur font dire que elles savent comment la soirée va se passer. La manière dont monsieur va ouvrir la porte en mettant la clé dans la serrure. Quel bruit va faire cette clé quand la porte va s'ouvrir. Tout ça, les femmes le repèrent. Parce que elles sont tellement en vigilance, sur adaptation, pour que surtout il n'y ait pas de passage à l'acte et qu'il n'y ait pas de crise, que tous ces schémas de tension sont repérés par les femmes victimes. La deuxième phase, c'est la crise. La crise, c'est le passage à l'acte. Ça va être l'insulte, le coup porté à l'enfant, le coup porté dans le mur, l'explosion, le dénigrement, etc., etc. C'est le rapport sexuel non consenti, non voulu. C'est tout ce qui va amener un passage à l'acte, qu'il soit physique, psychologique, verbal. La justification, ce n'est jamais de la faute de l'auteur. C'est la faute de la victime parce que madame, quand monsieur est rentré, le repas n'était pas prêt. Parce que on a quand même des auteurs qui nous disent qu'ils s'en sont pris à madame ce soir-là parce qu'en fait, c'est pas des pommes de terre qu'ils voulaient. C'était pas de la purée qu'ils voulaient, c'était des frites. On arrive quand même à des choses complètement délirantes. La justification, c'est de dire, ben, en ce moment, au boulot, c'est compliqué et tu fais pas d'efforts pour que ça se passe bien à la maison. Euh, je rentre du travail, je suis fatiguée, mon patron est un con, j'aurais quand même aimé que les enfants soient douchés, qu'ils aient mangé et qu'on passe une soirée à deux. Bref, ça ne va jamais. Une dame nous expliquait que son mari, quand il passait à l'état de crise et de justification, la justification, c'était systématiquement l'endroit où étaient mises les serviettes pour s'essuyer les mains à côté du lavabo. C'est-à-dire que quand elles étaient à droite, c'est à gauche qu'elles devaient être. Quand elles étaient à gauche, c'est à droite qu'elles devaient être. Donc, et c'était ça tous les jours. Et c'est un cycle qui rend complètement fou, qui rend complètement folle, parce qu'on ne sait plus quoi faire pour ne pas arriver à ce schéma de tension et de crise. Alors évidemment, au départ, il y a la lune de miel. La lune de miel, alors, il ne s'agit pas d'excuses, il s'agit juste de rattraper une partie du comportement par un acte, un bouquet de fleurs, un voyage, un week-end, des chocolats. Tiens, je vais faire la vaisselle. Oui, enfin ça, pardon, mais c'est pas un cadeau, en fait, c'est normal de faire la vaisselle, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on réinstaure auprès de la victime une sorte de climat de confiance pour rejouer le climat de tension qui va arriver juste derrière. Et évidemment, dans ce cycle, petit à petit, la lune de miel disparaît et la justification disparaît. L'emprise, elle est faite, elle est mise sur la victime, donc monsieur n'a absolument plus aucune raison ni de se justifier, ni de faire un quelconque acte, entre guillemets, qui rende la lune de miel. Et plus ça va aller, et plus ce cycle va s'accélérer et va s'accentuer au fil des mois et des années de violence. J'ai une question de Éline qui me demande si les enfants repèrent aussi le moment dans ce cycle des violences. Alors oui, c'est une très bonne question. Oui, on a des enfants, que ce soit conscients ou inconscients, qui vont mentaliser ce cycle et qui vont s'adapter, voire se suradapter, évidemment, au moment qui est traversé par madame, au moment de la crise ou au moment de la tension, de la justification. Quand je dis suradapter, c'est-à-dire que ces enfants vont essayer de se suradapter à qu'est-ce qui peut faire plaisir à monsieur pour pas qu'il y ait de crise ou pour pas qu'il y ait de tension ou que la tension elle s'apaise. Comment est-ce que je peux protéger maman? Comment je peux réparer ce qui a été fait par maman pour que papa ne s'énerve pas, etc., etc. Et pour aller plus loin dans votre question, qui est très intéressante, c'est qu'on repère exactement les mêmes phases dans le cadre des violences faites aux enfants, dans un contexte de violence conjugale. C'est-à-dire que l'enfant va vivre la tension, va vivre le passage à l'acte, va vivre la justification et va vivre la lune de miel. Évidemment, avec ses repères à lui en fonction de son âge et de ses capacités. Mais en tout cas, on a exactement les mêmes quatre phases. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais vraiment essayer de faire très vite. Pourquoi est-ce que la grossesse et la séparation sont des moments qui sont propices à l'instauration, voire à l'intensification des violences? Alors d'habitude, on le fait sous forme de brainstorming, mais là, je vais répondre à votre place. La grossesse, pourquoi? Pour trois raisons. La première, le corps change. Et ça, pour l'auteur, c'est insupportable, puisque ce n'est plus le corps qu'il aime posséder, mais il s'agit d'un corps qui va être différent. Même si le désir de grossesse, voire l'imposition de la grossesse, a été dicté par l'auteur.
Donc, première raison, le corps change. Deuxième raison, il y a un tiers qui est existant. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui va venir se mettre et qui va venir exister dans la relation. Ce qui est insupportable puisque, évidemment, dans le cadre des violences au sein du couple, il n'y a pas de tiers. Le schéma de l'auteur, c'est d'exclure tous les tiers qui peuvent se trouver autour de madame. Dans la grossesse, de fait, l'enfant est là, le tiers est là. Et enfin, la grossesse, pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre de professionnels de santé qui sont beaucoup plus présents dans le cadre d'un accompagnement de grossesse et donc avec un regard, peut-être à un moment donné, sur le déroulement de la grossesse. Et c'est aussi pour ça qu'on va beaucoup former les puéricultrices, les mailloticiens, les sages-femmes, les infirmiers, etc., pour qu'il y ait un questionnement systématique qui soit fait pendant la grossesse ou pendant une visite gynécologique pour demander s'il y a un vécu de violence. Voilà. On a encore trop de professionnels qui ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore et qui se disent ouh là 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 là, mais si je pose la question, qu'est-ce qui va se passer si madame me dit oui? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut juste savoir vers qui orienter parce qu'il y a des associations spécialisées qui existent. Pourquoi intensification et instauration des violences au moment de la séparation? Bah, parce qu'en fait, monsieur va perdre l'autre. Donc, va perdre son objet, sa domination, l'objet de toute sa, comment dire, de tout son pouvoir et de toute sa domination. Donc, nous, c'est deux moments sur lesquels on est extrêmement vigilant, notamment quand il n'y a pas encore de séparation. C'est la grossesse et le moment où madame est prête à dire OK, c'est bon, je suis prête. J'ai mis de côté des bagages dans votre bagagerie dans un accueil de jour. J'ai une autre adresse pour pouvoir domicilier les enfants, etc., etc. Je suis prête à partir. Donc là, on essaie vraiment de s'assurer avec madame que tout est bordé avec elle pour qu'au moment de la séparation, il n'y ait pas un passage à l'acte qui pourrait potentiellement amener à un féminicide. Eh bien, je pense que je... Ah non, j'en ai encore. Hop, voilà. Juste très rapidement, le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est extrêmement important pour évidemment faire reconnaître l'acte de l'auteur et venir pénaliser l'auteur. Néanmoins, n'oubliez pas qu'un dépôt de plainte, ça doit être préparé. Il faut pouvoir s'assurer qu'une fois que madame a déposé plainte, il y a des solutions qui existent pour madame. Parce que si elle retourne à domicile ou qu'elle se retrouve dans une structure où monsieur se trouve également, dans un hébergement, au travail, etc., peut-être que le dépôt de plainte de madame sera suivi par une garde à vue de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures. Mais peut-être que monsieur ne sera pas forcément déféré au parquet, peut-être qu'il ne sera peut-être pas du tout incarcéré. Et qu'est-ce qui se passe pour madame une fois que l'auteur a été interpellé, a été entendu et retourne au domicile? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Autre chose pour vous en tant que professionnel, pour les professionnels qui sont présents, vous pouvez vous présenter dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie à n'importe quelle heure pour accompagner ou pour réaliser un dépôt de plainte. En aucun cas, un commissariat ou une gendarmerie peut vous dire: ah non, désolé madame, vous vivez à Lille et là vous êtes au commissariat de Roubaix, il faut aller à Lille. Non, non, on arrête avec ça. Article 15.3 du Code de procédure pénale, vous allez où vous voulez. Vous pouvez être accompagné, c'est-à-dire que vous, en tant que pro, vous pouvez accompagner une dame victime de violence dans le cadre d'un dépôt de plainte, mais vous pouvez aussi, vous, être accompagné si un jour cette situation le nécessite. Vous pouvez rencontrer ce qu'on appelle un intervenant social en gendarmerie ou un intervenant social en commissariat pour préparer en amont ou en aval un dépôt de plainte. Ce sont des professionnels de l'action sociale, assistants sociaux ou éducateurs spécialisés, qui travaillent au cœur des brigades de gendarmerie ou au cœur des commissariats pour accompagner en amont ou en aval un dépôt de plainte, quelle que soit la raison de ce dépôt de plainte. Vous pouvez interpeller directement le procureur de la République. On imagine que vous avez eu un accueil abominable dans un commissariat ou que vous ne vous sentez pas ou que madame ne se sent pas à passer la porte du commissariat. Hop, interpellation du procureur de la République sur une simple feuille blanche en expliquant de manière la plus exhaustive possible les faits, les lieux, les heures. Est-ce que c'est vous qui portez plainte? Est-ce que c'est une dame que vous accompagnez, etc., etc. Il faut savoir qu'en aucun cas, un commissariat ou une gendarmerie ne peut refuser un dépôt de plainte. Ils ne peuvent pas dire: oh ben non, madame, il a juste tapé dans le mur, on va faire une main courante. Non, non.
c'est un dépôt de plainte. Ils n'ont pas le choix. Par contre, si madame arrive en disant je veux déposer une main courante, j'ai été victime de violence, ou alors dans mon couple c'est très 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 compliqué, monsieur me force à avoir des relations sexuelles tous les soirs alors que je ne le veux pas, madame a le droit de déposer une main courante. Par contre, le policier ou le gendarme, face à elle, sera obligé, normalement, de lui dire que cette main courante ne restera pas main courante et qu'elle sera envoyée au procureur de la République parce qu'il s'agit d'une violence au sein du couple. Donc, impossibilité pour un commissariat ou une gendarmerie de refuser un dépôt de plainte. Mais si madame veut déposer la main courante, c'est OK. Mais par contre, il faudra bien lui dire que ce sera transformé en dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Et que donc, il pourra peut-être s'en suivre des démarches à l'égard de l'auteur, auxquelles madame ne sera peut-être pas forcément prête tout de suite. Voilà. Et enfin, pour finir, l'idée, c'était, alors évidemment, ça s'adresse en fonction du milieu professionnel et en fonction des professionnels que vous êtes, mais c'est un peu compliqué pour moi parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de tour de table, etc. Mais en tout cas, les messages clés qu'on peut réaliser quand on accueille des femmes qui sont victimes de violences, c'est d'abord de montrer son implication en ayant évidemment une attitude empathique et bienveillante, sans porter de jugement et en croyant la victime. Ne pensez pas que ce qu'une dame va pouvoir vous expliquer qui est victime de violence dépasse, enfin, n'est pas réaliste, n'est pas possible, n'est pas. Moi, ça fait 8 ans que je travaille auprès de ces femmes et les récits vont au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer ou de tout ce qu'on peut voir même dans les séries les plus glauques de la télé. Donc, je vous assure que l'idée, c'est de les croire avant tout et à quel point il est compliqué de venir déposer la parole quand on est victime de violence et à quel point c'est important d'être entendu et d'être respecté dans sa parole. N'oubliez pas qu'une des stratégies de l'auteur des violences, c'est de minimiser la parole de l'autre et de ne jamais la croire. Donc là, elle a besoin d'être crue. Si vous êtes professionnel, mettez des affiches, mettez des brochures à disposition dans les toilettes qui sont peut-être réservées que aux femmes, notamment dans les milieux professionnels ou dans les accueils de jour. Mettez-en dans la salle d'attente, dans les bureaux, dans les couloirs. Bref, n'hésitez pas à inonder vos lieux de travail pour que les femmes sachent vers qui elles peuvent se tourner. Questionnez systématiquement pour les professionnels, même en l'absence de signes d'alerte. Rien ne vous empêche de demander comment ça se passe à la maison, comment ça se passe dans le couple. Est-ce que madame va bien? Je peux vous assurer que les femmes victimes de violences, quand on pose la question, même si elles y reviennent 2 ans après, elles savent qui leur a posé la question. Et ça veut dire, en gros, j'ai ouvert la porte et vous pouvez la franchir quand vous le voulez, quand vous serez prête. Donc, essayez d'attendre ce questionnement systématique. Si besoin, évidemment, faire un signalement au parquet si vous estimez qu'une femme est victime de violence et que ses jours peuvent potentiellement être en danger. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment, comme en protection de l'enfance, dépasser l'accord d'une personne majeure et interpeller le procureur si vous êtes extrêmement inquiet de la situation. N'hésitez pas à le partager évidemment avec votre hiérarchie et n'hésitez pas à nous contacter, nous ou d'autres assos qui sont spécialisés pour avoir un regard éclairé, pour en échanger, pour vous poser certaines questions peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé, et puis pour essayer de partager, en fait, tout simplement. Informer et orienter la victime. Informer la victime qu'elle est évidemment en droit de déposer plainte, mais avec toutes les précautions qu'il faut vous entourer. Orienter vers les structures spécialisées. Entourez-vous d'un réseau. Et n'oubliez jamais le numéro du 3919. Le 3919, c'est un numéro d'écoute. Ce n'est pas un numéro d'urgence. Je rappelle que les numéros d'urgence, ils ont 2 ou 3 chiffres. À partir du moment où vous avez un numéro de 4 chiffres, ce n'est plus un numéro d'urgence. Donc le 3919, c'est une plateforme d'écoute avec des professionnels qui sont formés, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc., qui vont recevoir des appels de toute la France et des dom-toms et qui vont faire une première écoute avant d'orienter vers une association du territoire où se trouve madame, si elle le souhaite. Le 3919, c'est un numéro qui est anonyme, qui est gratuit, qui n'apparaît pas sur les factures de téléphone, donc qui est intraçable, qui est accessible aux personnes en situation de handicap et qui est accessible aux personnes en situation, aux personnes allophones. Donc, il y a un système de traduction automatique pour 70 langues et dialectes. Donc, utilisez ce numéro aussi éventuellement en tant que professionnel si vous avez des questions.
Je vois que j'ai une question de Madame Bonte. Avez-vous de la documentation téléchargeable que l'on peut récupérer quelque part? Si nous avons besoin de conseils, qui pouvons-nous contacter? Alors, c'est ce que je vous disais au début de l'intervention. Je vais vous faire parvenir par le biais de Madame Éloi, et j'espère ne pas écorcher son nom, ne pas me tromper d'interlocutrice, mais en tout cas, je vais lui transmettre des documents, une plaquette de l'association et une plaquette du pôle. Et surtout, n'hésitez pas à consulter notre site internet, donc www.solfa.fr. Et là, vous aurez tous les services, vous aurez de l'information, vous aurez de la documentation. Et pareil, un autre site internet qui est très très riche pour comprendre aussi la question des violences, c'est le site de la FNSF, la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est une fédération qui gère le 3919 et qui est une fédération qui regroupe 81 associations qui ne travaillent qu'auprès des femmes victimes de violences, dont nous faisons évidemment partie. Voilà, j'ai dépassé mon temps de 6 minutes, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Enfin, je m'en suis pas trop mal sortie. Est-ce que vous avez une dernière question, une remarque auquel je pourrais répondre? Alors, je vois une question qui est en train de s'afficher. Alors, évidemment, c'était très court, donc j'ai pas du tout la prétention de vous avoir formé sur tout. L'idée, c'était vraiment une petite sensibilisation. Est-ce qu'il y a des paroles, termes qui doivent nous interpeller? C'est une super question. Euh, alors, enfin, je vais répondre sans répondre, mais en fait, faites-vous confiance. Et puis j'ai envie de vous dire que s'il y a un doute, ben, il n'y a pas de doute. Voilà. Enfin, c'est un peu une réponse de Normande, et je le suis, donc je le dis avec, voilà, tout mon amour pour la Normandie. Mais en fait, il n'y a pas. Alors évidemment qu'une femme qui vous dirait très clairement, ça se passe mal à la maison, je suis victime de violence, euh, j'ai été forcée de faire l'amour hier alors que j'en avais pas envie, monsieur il est agressif, monsieur il est méchant, c'est clair, c'est net, voilà. Par contre, la question du questionnement systématique, elle permettra à un moment, peut-être, que madame, elle vienne déposer quelque chose. Et puis, ouais, faites-vous confiance dans ce que vous sentez auprès de la dame. Enfin, il y a, heureusement que, enfin, heureusement, j'aimerais vous dire, ce serait formidable que des femmes victimes de violences, il y ait un espèce de petit clignotant pour les professionnels qui s'allument. On se dit, OK, elle est victime, on va y aller, on va commencer un accompagnement, des questionnements, etc. Ça n'existe pas. Donc, écoutez-vous, écoutez-la surtout. Et surtout, fermez pas la porte. Par contre, vous avez le droit à un moment donné, ça, on n'a pas eu le temps de le voir, mais en moyenne, une femme, quand elle quitte le domicile, elle le fait 7 fois avant de pouvoir partir définitivement. Et puis parfois, on a des femmes, elles partent une fois, elles ne reviendront jamais. Et on a des femmes qui sont capables de partir 30, 40 fois. Puis des femmes qui vont mourir parce qu'en fait, elles ne sont jamais parties. Pardon, pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Vous avez le droit aussi à un moment donné d'avoir besoin de passer le relais, de dire à madame que en fait, vous ne savez plus comment l'accompagner, que vous n'avez peut-être pas les bons mots, que vous n'avez pas les bons outils. Eh bien, faites du relais. Faites du relais vers des associations spécialisées, faites du relais vers nous. Voilà, il faut qu'on travaille ensemble de toute manière. De toute façon, il n'y a qu'en travaillant ensemble qu'on y arrive. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter là. J'allais dire, je vous remercie pour votre attention, mais en même temps, vous n'avez pas parlé, donc voilà. Mais j'espère que vous avez été attentif et que ça vous a répondu à quelques questions, pardon. Et surtout, n'hésitez pas à aller consulter nos sites, n'hésitez pas à nous appeler, vraiment, j'insiste, mais on est là à votre dispo, en fait, aussi, pour pouvoir vous aiguiller et accompagner au mieux les femmes. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée.